Bonjour à tous, merci d'être là cette belle matinée. On va commencer un petit peu à présenter cette session, le temps que le docteur Alexis Le Petit se connecte au dispositif. Donc, Lies Yamed, psychiatre dramatique, j'ai le plaisir d'animer cette session ce matin en compagnie de nos trois brillants collègues, le docteur Vernodon, gériatre, le docteur Mathieu Herman, psychiatre de la personne âgée, et le docteur Alexis Le Petit, psychiatre et gériatre. Je vais les laisser se présenter pour qu'ils nous présentent un petit peu leur activité. Donc les collègues vont vous présenter l'actualité récente dans ces trois domaines-là, au cours d'une session qui, on l'espère, sera dynamique, on n'en doute pas. Je tiens à remercier les organisateurs de ce congrès, le comité scientifique, d'avoir accepté cette session. Bonjour Montpellier, est-ce que vous m'entendez? Claire Richard pour l'organisation, toujours. Est-ce que vous m'entendez? Un mot, je vous laisse la parole, collègue. Ouais. Bonjour à tous, merci effectivement aux organisateurs et à Carco notamment pour la technique qui est en train de se mettre en place. On a Alexis à distance, on va voir ce que ça donne. L'idée c'était de vous proposer un sympo un petit peu différent de ce qu'on peut avoir d'habitude, qu'on espère effectivement très interactif. Donc vous allez avoir droit à 25 présentations de 5 minutes qu'on va essayer de faire en alterné. Julien, Alexis, moi, histoire de se rajouter un petit challenge. On a mis Alexis à distance. Je le fais à l'aveugle, on va pas perdre de temps. Je dirais de faire défiler mes slides et qui m'indique bien quand c'est à moi. Ok. Et, Alexis, tu nous entends? Moi je vous entends, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, parfait. Et bien juste vous m'indiquez quand c'est à moi, parce que j'ai pas de retour vidéo, et je vous dirai juste de faire défiler mes diapositives. On va le faire à l'ancienne, les défauts de la technique, il faut improviser. Bonjour à toutes et à tous, excusez-moi. Parfait. Eh ben, allons-y. Eh ben, on attaque alors, c'est parti. Attention, accrochez-vous, il y a quand même 25 topos. Donc les conflits d'intérêts, comme vous voyez, c'est souvent les psychiatres les plus malhonnêtes, parce que moi j'en ai pas pour cette présentation. Donc oui, on s'est déjà présenté, voilà. Alors, je vais commencer par un sujet de gériatrie et difficile de parler de gériatrie sans micro, sans parler de iatrogénie. Donc, l'année dernière sont sortis les critères de Beers et Stop Start, qui sont des critères pour nous aider à éviter les prescriptions médicamenteuses inappropriées chez la personne âgée. Puisque... Hop. Ça devrait être bon, Alexis, là. En direct, Didier. Ils vous entendent dans l'amphi. On vous entend. Non, ça m'a cassé mon... On repart depuis le début. Donc la prévalence moyenne des effets indésirables des médicaments chez la personne âgée, c'est 11%. 10% des hospitalisations seraient dues à des événements indésirables médicamenteux. Et il y a à peu près 35% des patients âgés ambulatoires qui ont des effets potentiellement indésirables évitables. Avec les classes les plus représentées, c'est les anticoagulants, les antiagrégants, les traitements antidiabétiques et les psychotropes au sens large. Et la polymédication médicamenteuse inappropriée augmente le risque d'interaction médicamenteuse, de chute, de mortalité, d'entrée en EHPAD et d'hospitalisation et d'insuffisance rénale aiguë. Alors dans ce contexte, un consensus européen sur la prise en charge de l'hétérogénie a été mis en place et le développement de critères Stop-Start qui datent déjà pour la première version depuis 2008 et qui s'est enrichi au fur et à mesure des nouvelles réactualisations. Celle de l'année dernière, il y a donc 123 médicaments stop, c'est-à-dire 133 médicaments à arrêter, puisque ce sont des prescriptions médicamenteuses inappropriées. Mais ce qui est intéressant dans cet outil, c'est qu'il y a aussi des critères START, c'est-à-dire des médicaments qui sont fréquemment omis chez la personne âgée, et c'est aussi parfois délétère de ne pas traiter certaines pathologies ou troubles chez la personne âgée. Donc, je ne vais pas vous le présenter en détail parce qu'il est long, c'est un peu fastidieux. Néanmoins, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est classé par appareil et grand système. Je vous en ai mis un système choisi, pas vraiment au hasard, mais j'ai pris le système nerveux central qui nous intéresse tous. Et dans les critères STOP, donc des médicaments arrêtés, bien sûr les antidépresseurs tricycliques, les ISRS si NA si l'HTA est sévère,
les ISRS en cas d'hyponatrémie et les ISRS en cas d'hémorragie récente du fait de l'inhibition de la fonction plaquettaire avec ces traitements. Les neuroleptiques anticholinergiques, les neuroleptiques dans l'SPCD pendant plus de 3 mois, les neuroleptiques de la famille des phénothiazines, les neuroleptiques dans la maladie à corps de Lévy, orclozapine et kétiapine, et les neuroleptiques en hypnotique du soir, le fameux tertian en goutte avant d'aller dormir. Il se trouvera toujours quelques psychiatres pour vous dire le contraire, que les neuroleptiques c'est utile, mais chez la personne âgée, à éviter autant que faire se peut. Les benzodiazépines depuis plus de 4 semaines, des benzodiazépines dans les troubles du comportement liés aux démences, dans l'insomnie si plus de 2 semaines avec les Z-drugs. Et puis attention aux IACE, ça c'est bien connu en cas de bradycardie, de bloc auriculo-ventriculaire. Évitez aussi les nootropes et troubles neurocognitifs majeurs, tout simplement parce que ça ne marche pas du tout. Quelle que soit la dose de ginkgo biloba, ça reste du ginkgo biloba. Et évidemment, un autre point important, c'est de ne pas mettre de médicaments pour contrer les effets extrapyramidaux des molécules, parce qu'ils ont une très forte charge anticholinergique. Pareil, donc j'ai choisi le même appareil, mais pour les médicaments qui ont tendance à être souvent omis et qui ont comme conséquence d'altérer un peu l'état de santé de la personne âgée, eh bien c'est devant un syndrome extrapyramidal dégénératif, ne pas oublier de mettre de la dopa ou des agonistes dopaminergiques. Devant un épisode dépressif, il faut bien sûr traiter une dépression en évitant les tricycliques, les IACE dans le trouble neurocognitif de la maladie d'Alzheimer, la rivastigmine dans la maladie à corps de Lévy et les troubles neurocognitifs majeurs de la maladie de Parkinson, ce qui permet de retarder parfois de plusieurs mois l'utilisation de neuroleptiques particuliers dans les troubles du comportement, et ça lisse un peu les fluctuations. L'ISRS dans le trouble anxieux, et pas la benzodiazépine au long cours, c'est l'ISRS, mais ça vous le savez bien. Ne pas oublier de traiter un syndrome des jambes sans repos par un agoniste dopaminergique, parce que ça altère très sévèrement la qualité de vie, ce genre de syndrome, à condition d'avoir corrigé une carence martiale et à condition qu'elle ne soit pas liée à une insuffisance rénale chronique. Et puis, dans le tremblement essentiel invalidant, ne pas oublier de mettre du propranolol. Ça, c'était les critères européens. Les Américains ont aussi développé leurs critères, les critères BIRS, qui sont spécifiques aux États-Unis, chez la personne de plus de 65 ans, qui ne sont pas tout à fait transposables en France, et là qui s'intéressent simplement aux prescriptions médicamenteuses inappropriées, donc à des traitements à arrêter. Eux, ils le classent un peu différemment. Ils classent les médicaments potentiellement inappropriés de manière générale, les médicaments potentiellement inappropriés si on a certaines pathologies, les médicaments utilisés avec précaution, les interactions médicamenteuses potentielles à éviter, et enfin toute une liste de médicaments adaptés à la fonction rénale et comment on les adapte. Bon, très vite, toujours de la même manière, on arrête pour eux les antihistaminiques de première génération. On évite les traitements antiparkinsoniens avec une activité anticholinergique et les anticholinergiques de manière générale. On évite, encore une fois, les neuroleptiques. Et puis les benzodiazépines, c'est à peu près la même chose, sauf que là, par exemple, ils sont dans la confusion, ils contre-indiquent un certain nombre de traitements et qu'il faut éviter pour ne pas majorer le risque de confusion, comme dans la démence. Et puis, bon, ça, on l'a tous un peu en tête, mais parfois c'est un peu oublié, mais il y a certains antidépresseurs qui sont en risque de déclencher ou d'exacerber un SIADH, et donc il ne faut pas oublier de surveiller l'anatrémie. Voilà. Et puis des médicaments pour lesquels des interactions sont nombreuses, et par exemple le lithium en gériatrie, prudence, parce que souvent les patients ont un diurétique, ont un IEC, et c'est plutôt une association qui est à éviter. Merci Julien. Mathieu, on te laisse la parole. Oui, je t'ai senti un peu taquin, Julien, en ce qui concerne les antipsychotiques et les neuroleptiques. Alors, je vais vous présenter brièvement un article qui est sorti dans Pharmaceuticals l'année dernière et qui s'intéresse à la question de la iatrogénie en partie des antipsychotiques et surtout en regardant la mortalité dans la schizophrénie et l'association avec les prescriptions d'antipsychotiques par une équipe taïwanaise. Alors le contexte, très brièvement, vous savez qu'il y a une espérance de vie qui est diminuée chez les personnes qui présentent une pathologie de type schizophrénie. L'espérance de vie à Taïwan est diminuée de 15 ans par exemple, avec une augmentation de la mortalité toute cause, mais aussi probablement surtout de la mortalité au niveau cardiovasculaire, avec donc une iatrogénie bien connue, prise de poids, syndrome métabolique, coronaropathie, troubles du rythme, etc. Donc tu vois, les neuroleptiques, effectivement, on peut se dire que c'est pas forcément une bonne idée chez les patients âgés.
Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé, ils ont comparé différents groupes. Donc déjà un groupe de sujets contrôle appariés en sexe, en âge, et des patients avec un diagnostic de schizophrénie. Ils ne se sont pas concentrés uniquement sur les personnes âgées, ils ont pris de manière assez large. Mais moi je vais vous montrer le côté de l'étude spécifique pour les plus de 65 ans, puis ils ont fait un sous-groupe de plus de 65 ans, et ils ont réparti ensuite les personnes dans ce groupe en 4 différents groupes en fonction de l'exposition, selon la Defined Daily Dose, qui est la dose moyenne recommandée pour le traitement. Donc aucune exposition, une exposition faible, moins de la moitié de la dose recommandée, entre 1,5 et 1,5 pour l'exposition modérée, et supérieure à 1,5 pour une exposition forte, suivi de cohorte pendant 5 ans, et comparaison de la mortalité, toute cause et cardiovasculaire. Alors, si vous arrivez peut-être à voir un peu, on a eu des doutes, savoir si le diaporama était assez lisible. Je ne sais pas si vous arrivez à bien tout lire, mais en tout cas, ce qui est important de noter dans les caractéristiques démographiques initiales, c'est que chez les patients âgés, on est quand même sur un âge relativement élevé, puisqu'on est aux alentours de 74 ans, 72, 74. Donc pour des personnes avec une schizophrénie, c'est quand même vraiment pas mal. Et ce qu'on voit de manière assez logique entre les patients avec schizophrénie et le groupe contrôle, c'est un niveau socio-économique plus faible, une plus grande proportion de BPCO, de pathologies cardiovasculaires. Par contre, un peu plus étonnamment, pas plus de diabète et pas plus d'insuffisance rénale. Et même à l'inverse, plus de cancer dans la population contrôle que chez les patients avec schizophrénie. Il ne faut pas oublier qu'on est vraisemblablement sur une cohorte de survivants pour ces patients âgés. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh ben, c'est là où ça devient intéressant de se dire que finalement, les neuroleptiques, si on avait encore un doute, ça peut être utile dans certaines situations, bien sûr, pas tout le temps, mais dans la schizophrénie en tout cas, et surtout sur des suivis comme ça sur du long terme, en fait, il y a vraiment un bénéfice avec un hazard ratio, un risque de décès qui est augmenté chez les patients qui n'ont pas de traitement antipsychotique, donc les patients non traités, chez les patients qui ont une posologie trop importante, là aussi il y a une surmortalité par rapport à la population contrôle qui est particulièrement élevée. Ce que vous voyez encadré en bleu, c'est ce qui est significatif, avec un hazard ratio quasiment au niveau A3 pour le modèle non ajusté, et pour le deuxième qui est ajusté sur les variables socio-économiques et les différents antécédents et comorbidités, on garde quand même une surmortalité chez les patients sans traitement et chez les patients avec traitement trop important. Remarquons quand même aussi que le hazard ratio il reste à 1,72 chez ceux qui ont le risque de décès le plus faible, donc qui reste quand même plus augmenté que chez la population générale. Voilà, Alexis, je te passe la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, pas de souci. Alors, mes collègues ont parlé médicaments, mais il n'y a pas que les médicaments dans la vie, et ceux qui me connaissent verront toute l'ironie de mon propos, puisque un certain nombre d'entre vous, c'est mon amour de la psychopharmacologie, c'est le sujet âgé, mais dans les algorithmes de prise en charge, et moi je vais me concentrer sur la prise en charge des symptômes psychocomportementaux des maladies neuroévolutives, eh bien il faut commencer par le non médicamenteux. Et pour cela, je vais évoquer avec vous cette méta-analyse sortie à la toute fin de l'année 2023, dans Aging Mental Health sur l'intérêt de l'intervention en musicothérapie sur les symptômes dépressifs et anxieux chez les patients souffrant de troubles neurocognitifs majeurs. On peut passer à la diapo suivante avec le diagramme de flux, Mathieu ou Julien. On a un tout petit peu le temps de s'attarder sur ce diagramme de flux, juste pour déjà repositionner un peu la question. On se dit toujours, bon, il n'y a pas de niveau de preuve sur le non médicamenteux, c'est compliqué. Alors oui, c'est toujours compliqué de faire des études interventionnelles chez les patients souffrant de troubles neurocognitifs majeurs, mais si on s'intéresse juste à la revue de littérature qu'ont fait les auteurs, vous voyez quand même un nombre de publications assez importantes au départ, 654, mais bien sûr, il faut écrémer, et c'est toujours frustrant de voir que à la fin, on arrive à 13 études incluses. Mais dans ce domaine-là, je trouve que c'est quand même très intéressant d'avoir 13 papiers de bon niveau méthodologie, c'est-à-dire des études type RCT, donc randomisées contrôlées,
qui ont pu être relevés et inclus dans la méta-analyse dont je vais vous présenter les résultats juste après. Il y a une hétérogénéité sur les protocoles de musicothérapie utilisés dans ces 13 études. Sur les 13, on en a 7 qui utilisent la musicothérapie que les auteurs classifient dites actives, c'est-à-dire où les patients jouent de la musique, ou en tout cas ont une production musicale. 3 de la musicothérapie passive, donc là on est plus de l'ordre de l'écoute musicale, alors c'est plus complexe que ça, je le résume, et les auteurs également. Et les 3 dernières études utilisaient des combinaisons de musicothérapie active et passive, et les protocoles étaient assez variés dans leur durée, plutôt de 20 minutes à 2 heures, de 1 à 5 fois par semaine, et puis sur des durées du protocole qui pouvaient osciller entre 1 semaine jusqu'à 24 semaines. L'intérêt aussi, c'est que dans ces publications, on n'a pas que des patients à des stades légers, c'est toujours plus facile ou moins difficile d'inclure des patients au stade léger. Là, certes, on avait 4 études au stade léger, mais on en avait quand même 7 au stade modéré, une au stade léger et modéré, puis une dernière au stade sévère. Donc des choses qui se rapprochent un petit peu plus de la vraie vie, notamment si on se place dans un contexte d'institution et d'État. Diapo suivante avec les résultats principaux de la méta-analyse. Alors, la méta-analyse, son résultat principal, enfin son critère de jugement principal, c'était sur le niveau d'anxiété, sur des échelles spécifiques d'anxiété chez le patient souffrant de troubles neurocognitifs, notamment la RAID. Et on a un résultat positif en faveur de l'intervention musicale par rapport au contrôle. Donc ce qui est une première bonne chose, les résultats positifs, il y en a dans la littérature, mais c'est pas si fréquent que ça. Et là, le niveau de preuve commence à se solidifier et à devenir, même si on était déjà convaincu, vraiment pertinent. Donc ça, c'était sur le niveau d'anxiété. On démontre une efficacité significativement supérieure par rapport au contrôle, à un équivalent de placebo général, ou à ce qu'on appelle liste d'attente, ou des modalités de contrôle comme standard of care, de la musicothérapie. Diapo suivante. Et là, vous avez les 2 critères de jugement secondaires, qui étaient le niveau de dépression et l'agitation psychomotrice sur des échelles dédiées. Et là, une fois de plus, on voit un résultat positif en faveur de la musicothérapie sur ces paramètres-là. On en était bien sûr convaincu quand on travaille en institution avec des musicothérapeutes, mais jusqu'à présent, une fois de plus, les preuves en evidence-based medicine étaient parfois mitigées, conflictuelles. Là, on arrive à vraiment de mieux en mieux démontrer l'intérêt de ce type d'intervention non médicamenteuse, et on parlera d'autres interventions non médicamenteuses juste après. J'ai terminé, Mathieu et Julien. Merci Alexis. Et place à Julien qui va prendre le relais. Elias. Alors maintenant, je vais vous parler des recommandations de plusieurs sociétés savantes sur l'accompagnement à l'arrêt de la conduite dans le cas de troubles neurocognitifs majeurs. Ce sont des recommandations qui sont disponibles sur le site de la Fédération des centres mémoire et qui ont été élaborées avec la SFGG, la Fédération des centres mémoire et le Collège de médecine générale. Vous remarquerez le travail de finition d'Alexis Le Petit avec des QR codes magnifiques. Il n'y a pas de quoi. Donc, comme vous le savez, les maladies d'Alzheimer apparentées entraînent un surrisque accidentogène au niveau de la conduite automobile. Et à l'inverse, la conduite automobile est un facteur d'autonomie, de flexibilité, d'image de soi, d'habitude, de lutte contre l'isolement, qui contrebalance ce risque accidentogène dans l'accompagnement de la conduite. Et en plus, une difficulté supplémentaire, c'est que quand il y a une anasognosie, ce qui est fréquent quand même dans les maladies d'Alzheimer, accepter l'arrêt de la conduite est parfois très difficile. Et là-dessus, le 28 mars 2022, il y a eu un arrêté législatif qui contre-indique de manière définitive la conduite automobile en cas de troubles neurocognitifs majeurs au stade léger. Et donc la question qui se pose, c'est quels patients doivent arrêter la conduite et quand? Immédiatement, temporairement, en attendant une évaluation, comment évaluer, comment accompagner cet arrêt et comment faire accepter la nécessité de cet arrêt aux patients mais aussi à l'entourage. Parce que l'évaluation de référence, c'est un peu lourd, c'est
un test sur route en conditions réelles, précédé d'une évaluation spécialisée pluridisciplinaire. Et vous vous rendez bien compte que quand il y a 1 million de personnes touchées par les troubles neurocognitifs en France, c'est pas possible de faire ça. Donc, ce consensus avait pour objectif de proposer des algorithmes décisionnels face aux situations qu'on rencontre en consultation mémoire et en médecine générale, avec une pondération du surrisque et également de faire le lien entre les différents professionnels de santé impliqués dans la prise en soin des troubles cognitifs. Alors là, c'est le cas où le patient vient en consultation de médecine générale, on verra après en consultation mémoire, et on verra après l'étape chez le médecin agréé. Donc il vient en consultation de médecine générale, il est du devoir, entre guillemets, du médecin traitant de faire une évaluation cognitive au moins rapide, le GP-COG si possible, mais s'il n'a pas le temps, juste un test de l'horloge. Et à partir du test de l'horloge, on va déjà stratifier un peu le risque, s'il est pathologique, normal ou moyennement pathologique. S'il est normal, on propose 2 questionnaires, dont je vais vous parler après, à l'accompagnant et à la personne, des questionnaires de conduite. Et là, s'il n'y a pas de drapeau rouge, pas de réponse non, on considère qu'il n'y a pas un gros risque à continuer à conduire. En tout cas, on ne contre-indiquera pas comme ça la conduite en attendant la consultation auprès du médecin agréé. On donnera juste comme conseil d'y aller en continuant à conduire. En revanche, si le test est normal et qu'il y a une question oui au questionnaire de conduite, dans ce cas-là, on déconseille la conduite en attendant l'évaluation du médecin agréé. Après, quand on est sur un test de l'horloge moyennement pathologique, on va dire, quelles que soient les réponses au questionnaire, là, on déconseille de conduire temporairement, on envoie vers le médecin agréé. Enfin, si le test est pathologique, et quelles que soient les réponses au questionnaire, on déconseille formellement la conduite. Et si c'est difficile à accepter, on envoie vers le médecin agréé. Ça, c'est en médecine générale. Pour la consultation mémoire, ce consensus nous propose de réaliser une fiche d'évaluation avec au minimum, au niveau neuropsychologique, un MoCA. Si on a été un peu plus loin, on va cocher les domaines cognitifs qui sont pathologiques, les comorbidités, les troubles neurologiques, une relecture attentive du traitement. On envoie ça au médecin généraliste. On le donne aussi aux patients qui ira voir un médecin agréé. On ne peut pas nous-mêmes donner au médecin agréé ce document-là. Et on stratifiera le risque. Est-ce qu'il y a un risque sur risque léger, moyen ou sévère? J'attire juste sur notre attention sur le fait qu'en fait, il y a déjà des contre-indications qui existent et auxquelles on ne fait pas beaucoup attention. Mais par exemple, quelqu'un qui est sous benzodiazépine au long cours, en théorie, il ne devrait déjà pas conduire. Voilà, donc le questionnaire à proposer soit en médecine générale, soit en consultation mémoire. C'est le questionnaire donc, de la conduite, une partie accompagnant. Qu'est-ce qu'il a remarqué? Donc il y a plusieurs items. Est-ce que la personne conduit plus brusquement, s'arrête moins au feu rouge, fait plus d'infractions? Est-ce qu'il a abîmé la voiture plus régulièrement? Est-ce que vous vous sentez en danger avec lui? Et puis il y a une partie pour le patient avec les mêmes questions plus les habitudes de conduire. À quelle fréquence, dans quel objectif, et voilà. Au terme de tout ça, en consultation mémoire, on peut essayer de stratifier le risque. Si l'atteinte cognitive n'est clairement pas exécutive ou visio-spatiale, mais purement mnésique, si les réponses sont toutes non au questionnaire, dans ce cas-là, on peut estimer que le surrisque d'accident est quand même assez léger. Soit on conseille d'avoir le médecin agréé, soit on peut dire on réévalue dans 1 an. C'est un peu ce qu'il nous propose. En revanche, s'il y a un élément pathologique, clairement, il faut dire au patient soit d'arrêter de conduire, soit d'aller voir un médecin agréé. Et le médecin agréé, donc il a 2 cas de figure. Soit le patient, il est passé par une consultation mémoire, et dans ce cas-là, la stratification du risque de conduite a déjà été faite. Et donc, si c'est un surrisque léger, le médecin agréé peut orienter vers un test de conduite et en attendant ne pas donner d'inaptitude. Si le surrisque est considéré comme modéré, il va aussi envoyer vers un test de conduite, mais avec une inaptitude temporaire jusqu'au résultat de ce test. Enfin, si clairement c'est pathologique, la conduite est contre-indiquée. Seul le médecin agréé peut donner un document à la préfecture avec contre-indication temporaire ou définitive de la conduite. Et puis, s'il n'a pas eu la chance de passer en consultation mémoire, dans ce cas-là, il est préconisé de faire une évaluation cognitive par le médecin agréé assez simple. Il propose juste le MoCA et on arrive à peu près sur la même stratification du risque que sur la première partie. Voilà. Je te remercie Julien pour cette présentation. Place à Mathieu.
Alors la transition était facile entre la première et la deuxième présentation. Là, elle est un peu plus compliquée. J'avoue que j'ai rien trouvé entre conduite automobile et traitement de la dépression résistante. Bon, alors, en tout cas, là, je vais vous parler là aussi assez rapidement d'un article qui, de mon point de vue, est la grosse actualité au cours de l'année dernière et cette année, puisque c'est pas tous les jours qu'on a un article de psychiatrie de la personne âgée dans le New England, donc article qui était sorti l'année dernière et qui s'intéresse aux stratégies de potentialisation ou de switch dans les dépressions résistantes de la personne âgée. Vous le savez tous, c'est le trouble psychiatrique le plus fréquent chez la personne âgée, mais on a très peu d'études au final pharmacologiques dépression en population âgée et encore plus spécifiquement dépression résistante. Quelques études par la même équipe que celle qui a fait l'étude que je vous présente sur le bénéfice de la potentialisation par aripiprazole versus placebo et une autre étude chez des vétérans américains, potentialisation par aripiprazole ou bupropion qui était plus efficace qu'un switch par bupropion seul. Et donc à partir de là, les auteurs ont réalisé une étude qu'ils ont essayé de faire relativement simple au niveau des critères de recrutement et de l'organisation pour essayer de recruter le plus de patients possible. Malgré tout, on reste sur un peu plus de 700, un peu moins de 750. Donc des personnes de plus de 60 ans avec épisode dépressif caractérisé résistant, définition classique, plus de 2 traitements antidépresseurs bien conduits et à une posologie réputée efficace. À partir de là, randomisation de ces patients dans 3 groupes potentiels, soit poursuite du traitement antidépresseur qu'ils avaient en dernier et potentialisation par aripiprazole, soit poursuite du traitement antidépresseur, potentialisation par bupropion, soit switch de l'antidépresseur par le bupropion, tout en sachant que les patients n'étaient pas en aveugle, il n'y avait que les observateurs qui étaient en aveugle et le traitement était fourni comme d'habitude pour ceux qui étaient randomisés dans ces 3 groupes. Suivi pendant 10 semaines, si au bout de 10 semaines pas de rémission ou pas suffisamment de bénéfices perçus sur les critères principaux, une deuxième étape avait lieu avec cette fois-ci donc arrêt aripiprazole, arrêt bupropion, pour poursuite de l'antidépresseur antérieur et potentialisation par lithium, ou arrêt de l'antidépresseur et relais par la nortriptyline, donc pour une population un peu plus faible, sachant que parmi les patients qui ont été recrutés initialement, il y en a certains qui sont passés directement en step 2, soit parce qu'ils avaient déjà eu de l'aripiprazole par le passé, ou du bupropion notamment. Et après, pareil, 10 semaines avant réévaluation. Quand on voit l'âge des patients, l'âge moyen, on est un peu en dessous de 70, ça reste des patients âgés jeunes malgré tout. 2 types d'objectifs qui ont été définis. Premier objectif, l'efficacité, puis en psychiatrie de la personne âgée, bien sûr. Deuxième objectif, la tolérance. Parmi l'objectif d'efficacité, l'objectif principal n'était pas la rémission, mais le bien-être psychologique évalué à l'aide d'un certain nombre d'échelles. Et la rémission n'était qu'objectif secondaire. Et en ce qui concerne la tolérance, on se concentrait sur les chutes principalement et la présence d'événements indésirables graves. Alors qu'est-ce qu'on ressort de tout ça? Eh bien, si on regarde déjà l'objectif d'efficacité, au final, le bien-être psychologique est significativement augmenté dans le groupe qui a bénéficié de la potentialisation par aripiprazole par rapport au groupe avec switch par bupropion. Le reste des résultats n'était pas significatif. Si on se concentre par contre sur la rémission, en objectif secondaire, là on observe un bénéfice de la potentialisation par aripiprazole versus le switch par bupropion, et pareil pour la potentialisation de bupropion versus le switch par cette molécule sans poursuite de l'antidépresseur antérieur. L'objectif, le deuxième objectif, ce n'était pas un objectif secondaire, c'était vraiment un deuxième objectif principal, c'était la tolérance. Et là, qu'est-ce qu'on observe? On observe un risque de chute majoré au niveau de la potentialisation par bupropion par rapport à la potentialisation par aripiprazole, donc une meilleure tolérance de cette potentialisation par aripiprazole. Le reste n'était pas significatif, que ce soit pour les chutes ou les événements indésirables graves,
je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais pas de différence significative entre potentialisation par lithium et relais par tricyclique. Et au final, ce qu'on peut conclure de cette étude-là, c'est un meilleur profil de tolérance-efficacité pour la potentialisation par épiprazole. Donc c'est pas mal, on a déjà une étude qui va bien dans ce sens-là. Maintenant, c'est vrai qu'on aimerait bien avoir d'autres études à tout hasard avec la kétiapine, par exemple, ou ce genre de molécules. Eh bien, merci Mathieu pour la présentation de cette belle étude, de ce bel article. Et on laisse la parole à Alexis, qui va enchaîner. Merci. Alors, on continue dans le non médicamenteux. Et pour vous présenter, pour ceux qui n'auraient pas déjà pu passer la nouvelle version du guide des interventions non médicamenteuses, donc des INM, dans la maladie d'Alzheimer de la Fondation Médéric Alzheimer, qui est paru donc en mars 2024. Diapositive suivante, celle avec le QR code. L'objectif de cette brève, c'est bien sûr pas de vous détailler tous les éléments présentés dans ce guide, mais dont il faut saluer le travail d'une part de rigueur scientifique dans son élaboration, mais aussi de vulgarisation et de précision pour une mise en application la plus facile possible dans les établissements de soins ou dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées. Pour chacune des interventions non médicamenteuses, que je vais présenter juste le sommaire, bien sûr, on va retrouver dans ce guide le même plan avec des éléments de contexte, de rationnel scientifique, de mise en application, avec les indications, je ne vais pas dire des contre-indications, mais des non-indications, et ça pour chacune des INM qui vont être présentées. Diapositive suivante avec le sommaire. Et donc vous les avez ici, celles qui sont étudiées et présentées dans cette nouvelle version du guide. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la précédente version datait de 2021. Et donc avec une belle mise à jour, vous voyez encadrer les éléments qui se sont ajoutés depuis la version 2021, sauf pour le bas, j'aurais dû étendre en fait. Il y a une nouveauté sur tous les dispositifs numériques au service des INM. Tout ça, c'est une nouveauté qu'on n'avait pas dans le guide 2021. Donc, ce qui est apparu, bien sûr, en plus de ces dispositifs numériques dans lesquels vous retrouvez la réalité virtuelle par casque, la réalité augmentée, donc un petit peu différent. Le patient voit la réalité, mais des choses qui se surimpriment dessus. Les robots sociaux, qui avec un focus particulier, ce que fait le guide à d'autres reprises sur des techniques, on va dire, très homologuées ou même commerciales, et là, en l'occurrence, sur le robot animaloïde Paro. Les nouveautés, autrement, elles vont concerner l'art-thérapie avec l'introduction et l'apparition des interventions non médicamenteuses basées sur le théâtre. On voit pas mal se développer avec, au sein d'institutions, notamment des résidents souffrant de troubles neurocognitifs majeurs, participant à l'élaboration de pièces de théâtre, de scénettes, ainsi de suite. En ce qui concerne la danse, un focus très spécifique sur le tango thérapeutique, que j'ai trouvé assez intéressant, que je ne connaissais pas. Et puis sur la musicothérapie, de nouveau, comme ça a pu être fait avec le Foc Paro, un focus sur un dispositif très cadré, commercial, même le dispositif Musique. Donc là vous voyez le sommaire, toutes ces interventions non médicamenteuses après sont présentées dans le guide avec le plan que j'ai évoqué oralement, et il y a une synthèse, diapositive suivante, que vous voyez ici, qui est plutôt présentée en début de guide, sur quels sont les impacts positifs des différentes INM sur les différentes dimensions comportementales, cognitives, pour permettre d'orienter au mieux les soignants. Et moi je trouve que ce guide, c'est une ressource extrêmement précieuse, moi qui travaille principalement en EHPAD, pour les animateurs, les aides-soignants qui peuvent être parfois un petit peu perdus sur toutes les interventions non médicamenteuses, et on a l'impression que tout est dans tout. Finalement non, c'est pas ça. Il y a des choses qui sont utiles dans certaines situations, d'autres interventions qui peuvent l'être plus pour d'autres situations, et donc ce guide-là, qui est à la fois très rigoureux mais aussi très didactique, permet, je pense, vraiment d'apporter un plus pour les équipes, et notamment dans les institutions d'hébergement pour les personnes âgées. Et je vous remercie, je passe la parole à Julien. Merci Alexis pour la présentation de ce guide, en effet qui pourrait être très très utile au quotidien, et place à Julien.
Bon, on continue la salve de présentation. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un consensus d'experts assez récent sur le diagnostic et surtout la prise en charge de l'hypotension orthostatique, qui est un sujet qui nous concerne vraiment tous dans notre pratique. Alors, la prévalence de l'hypotension orthostatique, c'est quand même pas négligeable puisque c'est 20% en soins primaires et ça monte à 25 voire 50% dès lors qu'on a quelques facteurs de risque comme un diabète, un trouble neurologique, quelle que soit l'étiologie, ou quand on avance en âge. Les définitions, elles, n'ont pas beaucoup changé dans ce consensus. C'est toujours la même chose. Dans les 3 minutes suivant l'orthostatisme, si on a une chute de plus de 20 mm de mercure de la systolique ou de 10 mm de mercure de la diastolique, ça signe l'existence d'une hypotension orthostatique. Si la tension artérielle de départ était supérieure à 160, en revanche, il faut au moins une chute de plus de 30 mm de mercure de la systolique. Il y a d'autres formes un petit peu plus rares et un petit peu plus fourbes, comme l'hypotension orthostatique initiale, qui remonte assez vite, mais qui peut être symptomatique et qui peut aussi donner des chutes. C'est quand elle apparaît dans les 15 secondes, mais après on n'arrive pas à la mettre en évidence avec le tensiomètre, on n'a pas le temps de prendre la tension. Et donc là, on le fait plutôt sur des tilt tests ou ce genre de choses, et on considère qu'une baisse de 40 mm de mercure dans la systolique dans les 15 secondes signe l'existence d'une hypotension artérielle orthostatique initiale ou une chute de 20 mm de la diastolique. Et puis il y a quelques formes un peu plus retardées après 10 minutes. On doit quand même, quand quelqu'un a une symptomatologie très évocatrice et dans les 3 et 5 minutes on n'arrive toujours pas à la mettre en évidence, il faut quand même aller jusqu'à 10 minutes. Une autre forme un petit peu particulière et très fréquente en gériatrie, c'est l'hypotension artérielle orthostatique postprandiale, qui est liée à la sécrétation splanchnique du débit sanguin et donc qui est moins disponible pour irriguer les organes périphériques, notamment le cerveau. Et la définition, c'est une chute de la systolique de plus de 20 mm de mercure dans les 2 heures qui suivent le repas, ou une chute en dessous de 90 mm de mercure si déjà la tension de départ était au-delà de 100 mm de mercure avant le repas. Ce qui est important de chercher aussi, c'est le caractère neurogène ou non de l'hypotension artérielle orthostatique. Et donc, signe une atteinte neurogène si on n'a pas une augmentation concomitante d'au moins 15 battements par minute de la fréquence cardiaque, ou si on a un delta de la fréquence cardiaque sur un delta de la variation donc de la tension artérielle systolique inférieure à 0,5. Alors, ce qui est montré aussi, c'est que plus on a de comorbidité et plus on a de risque d'avoir une hypotension orthostatique. Par exemple, si on est hypertendu et traité pour l'hypertension, on a 20% de risque d'avoir une hypotension orthostatique. Un diabète, 20%. Une maladie de Parkinson, 30%. Et plus on avance dans la maladie de Parkinson, et plus le risque est important, la prévalence augmente. Dans la maladie à corps de Lévy, c'est jusqu'à 50%, et même dans la phase prodromale de la maladie à corps de Lévy. Et dans la démence aussi, 30% de sur-risque d'avoir une hypotension orthostatique, sachant que plusieurs comorbidités ne sont pas exclues quand on augmente en âge. Donc les autres causes neurogènes qui peuvent donner l'hypotension orthostatique, c'est le diabète, l'insuffisance rénale chronique, le déficit en vitamine B, des maladies dysimmunitaires, des causes paranéoplasiques. Et il y a également des causes non neurogènes, donc soit les traitements qui peuvent être à l'origine, donc là je renvoie vers la présentation sur la iatrogénie, et par exemple les bêta-bloquants, on sait que ça multiplie par 7 le risque d'avoir une hypotension artérielle orthostatique. Les alpha-bloquants qu'on met pour la prostate aussi, c'est pour ça qu'il est de bon ton de les mettre le soir. Les diurétiques, les antidépresseurs tricycliques, les neuroleptiques, encore une fois. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que, et puis bien sûr, il y a tout ce qui cause d'hypovolémie, déshydratation, anémie, hémorragie, et puis l'insuffisance cardiaque. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'elle soit neurogène ou non, l'hypotension artérielle orthostatique, c'est un facteur de risque de mortalité, de chute, d'événements cardiovasculaires, mais aussi de troubles neurocognitifs majeurs. Alors maintenant, donc, les recommandations de la prise en charge après la phase diagnostique et les étiologies. La première étape, c'est des mesures d'éducation. Et dans les mesures d'éducation, c'est assez précis quand même ce qu'il faut évaluer et prendre en charge. C'est savoir reconnaître les signes précoces, et donc du coup adapter sa posture et des éléments dès l'apparition des premiers signes,
Éviter les situations à risque et les facteurs déclenchants. Les facteurs déclenchants, c'est l'orthostatisme prolongé, c'est les repas riches en glucides, c'est le lever trop rapide, la prise d'alcool, des environnements un peu trop chauds comme les saunas ou cette salle par exemple. Une fois qu'on a évalué les situations risques, on regarde l'ordonnance et on réadapte toutes les posologies et on voit quel traitement on peut changer. Est-ce que le bêta-bloquant c'est vraiment le meilleur traitement si le patient n'a pas de FA d'insuffisance cardiaque? Est-ce qu'on ne va pas passer plutôt vers un IEC ou un ARA2 qui sont très peu pourvoyeurs par exemple d'hypotension orthostatique? La compression veineuse élastique, elle est toujours d'actualité même si le niveau de preuve est quand même assez nuancé. Et puis les mesures diététiques. Donc, quand on sait qu'on va être face à une situation avec des éléments déclenchants mais qu'on ne peut pas éviter, il recommande d'ingérer 500 ml d'eau en 2-3 minutes. Donc ça c'est quand même pas facile à faire. En tous les cas, boire au moins 2-3 litres par jour, fractionner ses repas, et puis éviter l'alcool. Et pour ceux qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque ou rénale, il faut majorer les apports sodés jusqu'à 10 grammes par jour. Et bien sûr, un des facteurs essentiels, c'est de lutter contre le déconditionnement physique. Si ça ne suffit pas, on passe à la prise en charge médicamenteuse. Les médicaments, ils ont, dans ce cadre-là, deux types d'actions possibles. Soit c'est des médicaments qui visent à une vasoconstriction pour faciliter un peu le retour veineux, soit ce sont des médicaments qui visent à expandre le volume, améliorer la volémie. Que ce soit l'une ou l'autre classe, il faut faire attention aux contre-indications, notamment l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale chronique. Alors les deux médicaments qu'on utilise en routine, c'est la midodrine ou le fludrocortisone. La fludrocortisone, on commence à 50 microgrammes, ça se prend le matin, on peut augmenter les doses jusqu'à 200 microgrammes, mais toujours le matin. La midodrine, on commence à 2,5 mg matin, midi ou début d'après-midi. En tout cas, il faut éviter en deuxième partie de journée parce qu'il y a un risque de faire une hypertension artérielle vespérale et nocturne. Donc, il est recommandé de commencer par des petites doses. Les contre-indications de fludrocortisone, c'est l'insuffisance cardiaque puisque ça va augmenter la volémie. Et pour la midodrine, c'est la bradycardie, la cardiopathie ischémique, l'AOMI sévère, le prostatisme. Si avec des petites posologies, ça ne suffit pas, de l'un ou l'autre, on a deux possibilités. Soit on augmente les posologies, soit c'est la nouveauté de ces recommandations. On peut directement, même à petite posologie, associer fludrocortisone et midodrine. Et on continue à titrer jusqu'à une dose maximale ou tolérable pour le patient. Et là, si malgré tout on n'y arrive pas, il faut envoyer vers une consultation spécialisée, un cardiologue par exemple, et on peut s'appuyer sur d'autres comme droxidopa, d'autres traitements, mais là ils sont en ATU et c'est quand même beaucoup plus rare et plus complexe. Merci Julien, place à Mathieu. Ok, alors moi je vais sortir un petit peu de la pharmaco et des deux présentations que je vous ai fait tout à l'heure, puisque comme le dit si bien Alexis, nous ne sommes pas que d'audiochimiatres, mais nous pouvons aussi nous intéresser à d'autres techniques de soins, et là en ce qui concerne notamment la question de la suicidologie chez la personne âgée au cours de l'année écoulée, peut-être un article qui m'a paru particulièrement intéressant parce qu'il met l'accent sur les facteurs protecteurs et non pas sur les facteurs de risque. Donc article qui est sorti cette année dans International Psychogeriatrics. Et donc, vous le savez, taux de suicide le plus élevé chez les personnes âgées, augmentation progressive de ce taux de suicide avec le vieillissement, une littérature surtout centrée sur les facteurs de risque. Or, on voit qu'en général, la seule prise en compte des facteurs de risque, déjà dans l'évaluation, est en général insuffisante, et que la question qui peut se poser, c'est d'essayer de mettre en place un certain nombre de programmes visant à développer les facteurs protecteurs. Et la deuxième question un peu subsidiaire, c'est si on essaie de mettre ça en place, sur quels facteurs protecteurs on va essayer de se centrer. Alors c'est une revue de littérature assez classique. Ils se sont concentrés sur les variables psychosociales, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pris en compte les caractéristiques démographiques, par exemple le statut marital, la présence d'enfants, petits-enfants, etc. Et ils ont défini une quinzaine de variables psychosociales, facteurs protecteurs potentiels, qu'ils ont divisés en deux grandes catégories, les facteurs protecteurs intrapersonnels et les facteurs protecteurs interpersonnels. Et ils ont fait une recherche de littérature pour chacun de ces facteurs identifiés dans un premier temps.
Et donc ce qu'on observe déjà en ce qui concerne les facteurs intrapersonnels, les facteurs les plus robustes sont ceux que vous avez en rouge un peu plus foncé, le fait d'avoir un ou plusieurs objectifs dans la vie, les capacités de résilience, les stratégies d'adaptation, donc stratégies de coping de manière globale sont aussi particulièrement bénéfiques, mais variables en fonction du type de stratégie, comme on peut l'imaginer. Et notamment, les stratégies émotionnelles sont celles qui vont être les plus protectrices, à condition qu'on soit sur des stratégies émotionnelles de type acceptation, recherche de soutien social, reframing, et à l'inverse, le désengagement comportemental, le déni, j'ai perdu le terme, le fait d'avoir une décharge émotionnelle, de se décharger au niveau des émotions, et là plutôt associé à un sur-risque au niveau des idées suicidaires. Et assez étonnamment, le coping centré sur le problème, en résolution de problème, ne retrouvait pas de résultats significatifs par rapport à la présence ou l'absence d'idéation suicidaire. Et pareil, ils n'ont pas pu conclure pour ce qui est de la religiosité. Donc la religiosité, c'est plus le fait d'être actif au niveau religieux, d'être impliqué aussi dans la religion et pas uniquement le fait d'avoir une religion par ailleurs. En ce qui concerne les facteurs protecteurs interpersonnels, là ce qu'on retrouve de manière un peu plus importante sont notamment sentiments d'appartenance, relations positives, les liens sociaux. Alors liens sociaux, c'est d'un point de vue plutôt quantitatif, c'est un peu le réseau, la participation sociale, le soutien social, étonnamment, est une association un peu plus faible que les autres, et le soutien social, là, c'est plus l'aspect qualitatif au niveau de la relation et le fait d'avoir ce soutien. Alors, est-ce que les auteurs évoquent l'hypothèse que ça pourrait être moins protecteur parce que pourrait rappeler à la personne le sentiment d'être une charge, notamment. Et voilà pour ces facteurs interpersonnels. Donc quand on regarde un petit peu tout ça, on peut se dire qu'il peut y avoir vraiment un intérêt à essayer de travailler sur ces facteurs protecteurs, potentiellement essayer de développer notamment des interventions qui vont travailler sur les capacités de coping, sur les capacités au niveau de la résilience, et que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Reste à définir ceux qui vont être les plus pertinents chez la personne âgée, et puis pouvoir essayer certaines de ces interventions, avec aussi notamment des plans de protection, ce genre de choses qui existent déjà. Voilà. Merci Mathieu pour cette présentation. Alexis, est-ce que tu nous entends? C'est à toi. C'est parti. Et ben là, je reprends ma casquette d'odieux gérontochimiatre pour vous parler d'une nouveauté dans la prise en charge de l'agitation dans la maladie d'Alzheimer, à savoir l'arrivée sur le marché, en tout cas aux États-Unis, du brexpiprazole dans cette indication. Alors, c'est une publication du JAMA Neurologie, donc une belle revue également, de décembre dernier. On peut passer à la diapo suivante. Et vous verrez, je ne commence déjà pas par cette publication, c'est juste pour une remise en contexte et introduire le propos. Donc le brexpiprazole, qui est un antipsychotique de deuxième génération, certains diraient troisième génération, puisqu'il a des propriétés agonistes partielles sur le récepteur dopaminergique D2, était déjà commercialisé aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux, mais pas en France, notamment pour la schizophrénie, avec certaines indications aussi dans la bipolarité, plus ou moins off ou on-label, donc autorisé ou non. Mais il y a eu des études et je vous présente déjà pour commencer une des premières études pivot sortie elle en 2020 dans l'American Journal of Geriatric Psychiatry sur l'indication ou l'intérêt du brexpiprazole chez les patients souffrant de maladie d'Alzheimer et qui présentent une agitation psychomotrice. Ces diagrammes pour vous présenter, en fait, dans cette publication, c'était la synthèse de deux études et avec des informations clés qui vont se confirmer dans la publication de 2023 que je vais vous présenter après. C'est d'une part une relation dose-effet, surtout l'absence d'effet en dessous de 2 mg par jour. Vous pouvez voir que à chaque fois que la posologie des moins de 2 mg, donc soit dans l'étude
1, donc c'est la plus grosse figure à gauche de la slide, quand on a une posologie à 1 mg par jour, on n'a pas d'efficacité ou pas de différence par rapport au placebo, alors que quand on est à 2 mg par jour, c'est le cas, on a une différence significative en faveur du traitement par rapport au placebo. Ça, c'est la première information. Les autres figures illustrent ça dans l'étude numéro 2, où il y avait soit un groupe placebo, soit un groupe avec une posologie variable entre 0,5 et 2 mg par jour, soit dans une partie de cette étude, on avait placebo versus 2 mg par jour. Et là, une fois de plus, seul le groupe 2 mg par jour ressort différent par rapport au placebo. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que c'est un traitement qui met du temps à agir. On le voit plutôt bien sur la figure en bas à droite de la slide. C'est qu'il y a un long délai d'efficacité d'au moins 6 semaines. Avant 6 semaines, ça ne se distingue pas du placebo. Diapositive suivante. Donc un signal d'intérêt reproduit donc dans cette étude publiée en décembre 2023 qui a conduit à la mise sur le marché du produit aux États-Unis, où vous voyez une fois de plus la confirmation notamment de l'efficacité sur un délai long. Il ne faut pas s'attendre avec ce traitement à une efficacité au bout d'une ou 2 semaines comme on peut le voir avec d'autres antipsychotiques. Là, c'est un traitement vraiment sur le long cours, 6 semaines, avec une efficacité démontrée sur l'échelle de Cohen-Mansfield, donc c'est le diagramme A plutôt sur la gauche de la slide, mais aussi sur la CGI, un paramètre intéressant mais qui est plus discutable, car forcément plus subjectif. Une étude assez bien construite par ailleurs, 345 patients, qui est multicentrique dans des pays américains mais aussi européens. Ce qu'il faut aussi noter, et qu'on voit sur cette figure, c'est l'intensité de l'amélioration qui reste quand même limitée sur l'échelle de Cohen-Mansfield. On a une diminution en moyenne de 5,3 points, et on peut très légitimement s'interroger sur la pertinence clinique de cette amélioration. Elle existe, elle est statistique, mais est-ce que sur une échelle qui comporte plus d'une centaine de points, s'améliorer de 5 points, c'est pertinent? Certains auteurs, en 2021, dans une conférence de consensus, évoquaient plutôt une amélioration de 17 points pour que ce soit cliniquement pertinent. Donc, voilà, diapositive suivante. Voilà aussi le schéma, c'est intéressant si jamais ça vient être commercialisé ou si dans le cadre d'une ATU vous venez à l'utiliser, le schéma de titration qui était prévu dans ces études, donc 0,5 mg par jour la première semaine, puis on passe à 1 mg, puis pendant une semaine, puis 2 mg, et si ça ne fonctionne pas à 2 mg après 2 semaines, on peut passer à 3 mg par jour. Tout cela a conduit, comme diapositive suivante, vous le voyez, en mai dernier, avant la publication de l'étude, mais elle faisait bien sûr partie déjà du package qui a été fourni à la FDA, donc l'autorité régulatrice du médicament aux États-Unis, a officialisé, a donné l'équivalent d'une AMM aux États-Unis pour le brexpiprazole dans l'agitation de la maladie, compliquant la maladie d'Alzheimer. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'aux États-Unis, il n'y avait aucun médicament approuvé à ce niveau-là, et notamment la risperidone n'avait pas l'AMM, donc en termes médicamenteux et notamment d'antipsychotiques, toutes les utilisations aux États-Unis se faisaient off-label, c'est-à-dire hors AMM. Je vous remercie, je passe la parole à Julien. Merci Alexis. Julien, c'est à toi pour ce 4e tour. Donc, je vais vous parler des recommandations des sociétés savantes européennes dans l'utilisation des biomarqueurs biologiques et imagerie dans les troubles neurocognitifs. Un petit peu des recommandations de pratique. Pourquoi cette recommandation ? Comme vous avez tous entendu parler, peut-être vont arriver des traitements disease modifying en Europe. C'est encore pas fait. Et puis, il y a un certain nombre de recommandations, des critères diagnostiques qui sont basés sur des biomarqueurs, imagerie ou biologiques. On a de plus en plus de biomarqueurs biologiques ou d'imagerie disponibles, la pollution lombaire, les dosages plasmatiques, les PET amyloïdes et j'en passe. Et donc, des experts par méthode Delphi, se sont réunis pour essayer de proposer un guide d'utilisation des biomarqueurs à partir de 11 syndromes cliniques qu'on retient après une première évaluation en consultation mémoire.
Donc ça, c'est le diagramme majeur, mais on va le décortiquer ensemble, juste pour le présenter, les différentes étapes de réflexion sur l'utilisation des biomarqueurs. L'étape 1, c'est classique, hein, c'est ce qui a été évoqué hier, c'est une évaluation cognitive, clinique, des examens paracliniques de première ligne, comme les recommandations de l'HAS, l'imagerie, la biologie, tout ça a été dit hier. Et une fois qu'on a fait cette évaluation, on arrive à peu près 11 syndromes cliniques. Soit on est dans le champ des maladies d'Alzheimer, qu'elles soient typiques, formes anamnestiques, les formes langagières, les formes exécutives ou les formes visuelles, occipitales. On peut être aussi dans le champ des maladies frontotemporales, comportementales ou langagières, le champ des maladies à corps de Lévy au sens large, le champ des syndromes corticobasaux et des PSP, ou bien l'hypothèse elle n'est pas claire, et là aussi vous verrez qu'ils préconisent d'utiliser des biomarqueurs, ou alors on tombe sur une maladie, une démence vasculaire, auquel cas il n'y a pas besoin d'aller plus loin, des causes plus rares, épilepsie, Creutzfeldt-Jakob, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, ou des causes psychiatriques, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, dans le diagnostic paraclinique. Donc, c'est là où ça se corse un peu, mais on va décortiquer un peu ensemble. Quand on suspecte une maladie d'Alzheimer, donc on fait une ponction lombaire, si le marqueur amyloïde est négatif, il faut revoir l'ensemble du tableau, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Si on a des marqueurs amyloïdes positifs, mais des marqueurs tau négatifs, là, ils préconisent de faire un PET-FDG. Et soit on a un pattern évocateur d'une maladie d'Alzheimer et on retiendra le diagnostic, soit ce n'est pas le cas et donc il faut qu'on revoie notre diagnostic. Soit on est sur un marqueur amyloïde borderline, on est un peu limite. Là, il préconise de faire un PET amyloïde, soit il est positif et donc ça confirme la maladie d'Alzheimer, soit il est négatif et dans ce cas-là, il faut revoir tout le diagnostic. Et enfin, les deux marqueurs peuvent être positifs dans l'APL et il n'y a pas besoin d'aller plus loin, c'est une maladie d'Alzheimer. Quand on est dans le champ des dégénérescences lobaires frontotemporales, il préconise de faire en première intention, pour avancer, un PET-FDG. Soit il est normal, et donc là ça élimine complètement ce diagnostic, soit il est anormal, et il y a un pattern de démence frontotemporale, on s'arrête là, on a le diagnostic. Soit on a une symptomatologie clinique qui est quand même très évocatrice, mais un pattern un peu atypique, et là il préconise de faire les marqueurs amyloïdes, soit ils sont positifs, c'est une maladie d'Alzheimer, soit ils sont négatifs, et donc là, ils nous invitent à réfléchir plus loin sans proposer forcément quelque chose. Quand on est dans le champ des maladies à corps de Lévy, donc démence parkinsonienne ou maladie à corps de Lévy, l'examen de première intention, c'est sans surprise le DaT-scan. Soit il est positif, et là, ça confirme la maladie ou la démence à corps de Lévy. Soit il est négatif. Alors s'il est négatif, ça nous permet d'éliminer les troubles neurocognitifs légers de la maladie de Parkinson, puisqu'il y a une atteinte à un maladie de Parkinson qui est d'emblée sous-corticale, un DaT-scan négatif l'élimine. En revanche, si un DaT-scan négatif et ça n'élimine pas une maladie à corps de Lévy débutante, puisque les corps de Lévy peuvent être corticaux avant d'être sous-corticaux. Et dans ce cas-là, ce qu'il est préconisé devant une symptomatologie très évocatrice et un DaT-scan négatif, c'est de réaliser une scintigraphie MIBG cardiaque. Soit elle est normale, et ben là, clairement, on n'est plus dans le champ des maladies à corps de Lévy, soit c'est positif et ça confirme le diagnostic. Maintenant, dans le cadre des syndromes corticobasaux et de la paralysie supranucléaire progressive, encore une fois, en première intention, le PET-FDG, s'il est normal, ça élimine ces pathologies. S'il y a un pattern évocateur d'une PSP, on retiendra le diagnostic de PSP. S'il y a un pattern évocateur de syndrome corticobasal, les auteurs nous incitent à aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de syndromes corticobasaux sont en fait des maladies d'Alzheimer. Donc, ils nous encouragent à faire l'APL. Si l'APL est en faveur, c'est une maladie d'Alzheimer. Si l'APL n'est pas en faveur, c'est un syndrome corticobasal, mais non Alzheimer. Après, il y a les cas borderline, et en quel cas, ils nous invitent à réfléchir sans nous proposer, sans se mettre d'accord sur utiliser des biomarqueurs de troisième ligne. Enfin, si on a une clinique évocatrice de PSP mais pas de pattern au PET-FDG, il nous invite à réfléchir, c'est sympa. Et puis, en cas de, encore une fois, si on a un syndrome corticobasal mais sans pattern évident, il nous incite quand même à faire la ponction lombaire pour éliminer ou affirmer une maladie d'Alzheimer. Enfin, dans le cas un peu particulier, on n'a pas d'hypothèse claire, pour eux, il faut aller jusqu'à l'APL. Et bon, si c'est une maladie d'Alzheimer, on a un diagnostic. Si c'est pas une maladie d'Alzheimer, on n'a pas de diagnostic. Mais il nous encourage dans ce cas-là à faire le PET-FDG. Et puis si non, on n'a aucune idée, il nous invite à nouveau, et c'est sympa, encore une fois, à réfléchir.
Je te remercie Julien. Place à Mathieu. Donc ils invitent beaucoup à réfléchir au final dans ces situations où on ne sait pas grand-chose. Là, la transition était beaucoup plus facile puisque je vais vous présenter un article japonais sorti cette année dans International Psychogeriatrics qui là s'intéresse aux particularités, alors je ne sais pas si je vais réussir à le prononcer, de la Very Late Onset Schizophrenia-like Psychosis. Ouais, je me suis un petit peu entraîné. En tout cas, en fonction de la présence de biomarqueurs ou pas de maladie d'Alzheimer. Et puis c'est une équipe qui avait fait un article il y a 2 ans qui regardait des biomarqueurs par rapport à la maladie à corps de Lévy. Donc je vais aussi vous en parler un petit peu. Donc même dans les situations psychiatriques, peut-être que peut se poser la question de rechercher des biomarqueurs. Alors vous savez, la particularité quand même de la Very Late Onset, c'est qu'on est sur une définition clinique de troubles psychotiques débutant après 60 ans, typiquement sans symptômes négatifs, syndrome négatif, et plutôt avec des éléments donc délirants au premier plan. Théoriquement, symptômes psychotiques isolés sans étiologie thymique ou atteinte cérébrale, mais on sait qu'il y a un très fort risque de conversion vers un trouble neurocognitif majeur, en particulier dans les 2 premières années suivant le diagnostic, et que dans un grand nombre de cas, on imagine qu'on est plutôt dans des situations de prodrome de pathologie neurodégénérative, et ce qui peut justement questionner l'intérêt des biomarqueurs dans ces situations-là. Et donc, ce que l'équipe japonaise a fait, c'est qu'ils ont regardé dans l'ensemble des patients qu'ils avaient reçus dans leur clinique neuropsychologique de psychiatrie de la personne âgée. Ils ont regardé donc ceux qui présentaient une Very Late Onset versus des patients avec un amnestic MCI sans symptômes psychotiques. Et ils ont regardé, alors c'est du rétrospectif en pratique courante, donc ils n'ont pas screené les patients puis ensuite proposé les biomarqueurs à tout le monde. C'est ceux chez qui il y a eu des biomarqueurs qui avaient été réalisés. Alors, sans qu'on sache vraiment s'il y avait eu des indications particulières à la réalisation des biomarqueurs en ce qui concerne les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. Donc, soit fausse photo dans le LCR, soit PET amyloïde, et chez des patients qui n'avaient pas de trouble neurocognitif majeur, un MMS supérieur à 24 dans tous les cas. Et donc, ce qu'ils observent, c'est que parmi les 17 Very Late Onset qui avaient des biomarqueurs de réaliser, il y en avait au moins 53% qui avaient des biomarqueurs de maladie d'Alzheimer positifs. Et si on fait le rapport sur l'ensemble des patients avec une Very Late Onset, il y a au moins 25% de cette population qui présentait une neuropathologie de type maladie d'Alzheimer, sans qu'on puisse vraiment très bien définir des profils cliniques différents, puisque ce qui ressortait principalement, c'était que ceux qui n'avaient pas de marqueur de maladie d'Alzheimer avaient sur la NPI plus fréquemment une désinhibition, une irritabilité, des troubles du sommeil. Au niveau de la phénoménologie des délires et des hallucinations, il n'y avait pas de différence cliniquement retrouvée, donc ce n'est pas un critère suffisamment discriminant pour suspecter une maladie d'Alzheimer ou non, en tout cas dans la neuropathologie chez ces patients. Et au niveau des symptômes cognitifs, de manière assez logique, là par contre, ceux qui n'avaient pas de biomarqueurs avaient une mémoire épisodique meilleure que ceux qui avaient des biomarqueurs positifs, et a fortiori par rapport à ceux qui avaient un amnestic MCI de type Alzheimer. Ce qui est quand même intéressant à voir, c'est que quand on... Hop là, c'est pas ce que je voulais faire. Je reviens en arrière. Est-ce que vous voyez la flèche? Peut-être pas. Bon, il y a le... Ah, parfait, nickel. Ce qu'on voit, c'est qu'entre ceux qui n'ont pas de biomarqueurs et ceux qui ont des biomarqueurs positifs, il y a quand même une différence à l'âge de début des troubles. En moyenne 67 ans pour ceux qui n'ont pas de biomarqueurs et 82 ans pour ceux qui avaient des biomarqueurs. Avec un âge lors de la réalisation de biomarqueurs qui était légèrement plus bas chez ceux qui n'en avaient pas, mais ils étaient quand même aux alentours de 80 pour la plupart. Donc ça, c'est une des différences. Ils avaient, comme je vous dis, fait la même chose en ce qui concerne la maladie à corps de Lévy. Alors là, on a un petit peu plus d'informations pour les patients chez qui ils ont proposé la réalisation soit d'un DET scan, soit d'une TEP OMI-BG.
Ils ont proposé ça aux personnes qui avaient certains types de syndromes délirants de manière préférentielle, notamment un syndrome persécutoire ou ce qu'on appelle le Phantom Border Delusion, qui regroupe à la fois des sensations de présence, mais aussi potentiellement des hallucinations visuelles de présence de personnes à l'intérieur de son domicile notamment, des hallucinations visuelles, des fluctuations cognitives et de l'agitation, donc des critères assez fréquents dans l'évocation d'une maladie à corps de Lévy chez des patients qui n'étaient toutefois pas à un stade de trouble neurocognitif majeur. Donc on était plutôt sur une forme initiale prodromale. Et donc là, ce qu'ils ont fait sur ces biomarqueurs, ils retrouvaient 32% de ceux chez qui les biomarqueurs avaient été réalisés qui avaient des biomarqueurs en faveur d'une maladie à corps de Lévy. Et donc si on reprend l'ensemble des patients avec une very late onset, 17% à peu près qui avaient ces biomarqueurs et très probablement une maladie à corps de Lévy, donc avec vigilance par rapport au traitement antipsychotique à mettre en place. Et au niveau clinique, la différence au sein de ce sous-groupe, au final, c'est qu'il y avait plus d'hallucinations visuelles, moins de syndrome délirant, un ralentissement psychomoteur à la Digit Symbol Substitution Test, et c'était tout. Donc voilà, la very late onset schizophrénie à la psychosis avec des phénomènes neuropathologiques sous-jacents, potentiellement de MCL, de maladie d'Alzheimer et très probablement de comorbidité par ailleurs. Et c'est bon pour moi. Merci. Je te laisse la parole, Alexis. Merci Mathieu. Alors, je continue sur ma lancée du médicament pour vous parler d'un nouveau venu dans le kit des médicaments utilisables en sédation d'urgence psychiatrique en France, avec l'obtention de l'AMM du lorazépam injectable. Et vous le voyez, je ne cite pas un journal avec un haut impact factor, puisque je cite le journal officiel de la République française, puisque c'est on a appris le 25 octobre dernier que cette galénique du lorazépam arrivait, et je veux dire enfin, en France. Alors, diapositive suivante. Voici l'indication de l'AMM exactement, le traitement symptomatique des états anxieux et de l'agitation chez un patient qui ne peut pas prendre ou ne veut pas prendre la forme orale à partir de l'âge de 12 ans. Et attention, c'est un agrément que pour les collectivités, donc c'est-à-dire le milieu sanitaire hospitalier ou soins de long séjour sanitaire ou HAD. Donc c'est pas une galénique qui sera accessible en ville, sauf bien sûr HAD, mais ça c'est peu pertinent bien sûr dans le cadre de l'agitation psychomotrice. Diapositive suivante. Un petit point à savoir très technique, mais donc c'est un médicament qui peut se diluer ou pas, hein. Alors chez les sujets âgés, surtout si on veut des petites posologies, il est recommandé de le diluer, mais c'est surtout que c'est un traitement, les ampoules doivent se conserver au froid, au frigo, donc frigo habituel de l'hôpital, hein, température entre 2 et 8 degrés, et à l'abri de la lumière, mais c'est un point important. Diapositive suivante. Et pourquoi je dis enfin, c'est parce que, vous savez ou pas, hein, mais je vais dire dans le monde développé occidental, le lorazépam injectable, ça fait partie des gold standards avec l'halopéridol et dans une moindre mesure le olanzapine injectable, de la sédation parentérale d'urgence. Et d'ailleurs, chez les patients âgés souffrant de troubles neurocognitifs majeurs, c'est le seul injectable, sédatif injectable, pour lequel on a un vrai niveau de preuve. Je vais vous citer 2 études de 2002 et de 2003 qui sont en fait des études de l'arrivée sur le marché de l'olanzapine injectable, qui a dû se confronter bien sûr au placebo, et aussi ils ont choisi le gold standard qui était à l'époque et qui l'est toujours, on va le voir, le lorazépam injectable. Et donc de ces études-là, initialement faites pour l'olanzapine, on a un niveau de preuve démontré sur différentes échelles de l'efficacité du lorazépam dans l'agitation aiguë du patient là souffrant de démence. Diapositive suivante. Étude de 2003, pareil, qui compare l'olanzapine, le lorazépam et le placebo, plusieurs populations, et là c'est la sous-population de patients souffrant de démence, de troubles neurocognitifs majeurs, avec un score que vous connaissez peut-être pas, c'est le score ACES, qui est un score de sédation. Donc à la différence d'autres scores qu'on veut voir diminuer, là le score ACES, pour en montrer l'efficacité, on veut le voir plutôt augmenter. C'est un score qui va de 1 à 9, sachant que 9
9, c'est une sursédation, un patient qui est trop endormi, et donc avec les risques que ça peut entraîner. En tout cas, dans cette étude-là, il y avait une supériorité par rapport au placebo et une non-différence chez les patients déments entre le lorazépam et l'olanzapine. Donc, c'est formellement le seul traitement injectable avec un niveau de preuve. Diapo suivante. Tout confondu, si on sort de la question des personnes âgées et de la démence, dans cette méta-analyse de 2019, on voit aussi que ça fait partie avec l'association alloperidol-lorazépam des traitements avec un haut niveau de preuve et une différence significativement positive pour cette molécule par rapport au placebo. Diapositive suivante. Toujours dans cette méta-analyse, globalement, le délai d'efficacité se jugeait plutôt à 2 heures, mais dès les 30 premières minutes, on pouvait commencer à avoir une efficacité. Diapositive suivante, pour vous montrer que finalement ça fait partie des algorithmes partout dans le monde, notamment aux États-Unis, vous avez ici l'algorithme décisionnel des psychiatres urgentistes américains sur la sédation d'urgence. On ne va pas le détailler, mais globalement, à chaque fois qu'il y a besoin d'une benzo injectable, c'est le lorazépam qui est recommandé. Bien sûr, pas dans toutes les indications, mais quand il y a besoin d'une benzo injectable, c'est clairement celle-ci qui est mise en avant. Diapositive suivante. Là, vous avez des recommandations toutes récentes des urgentistes, des médecins urgentistes américains, qui globalement, alors leur premier niveau, c'est ni plus ni moins qu'une anesthésie, puisque c'est droperidol midazolam, mais en pratique courante, ils décrivent bien, c'est la dernière partie de la capture d'écran que vous voyez, souligner que on a aussi un véritable intérêt à l'alloperidol, plus ou moins au lorazépam. Donc une fois de plus, quand on a besoin d'une sédation parentérale, en dernier recours, c'est une molécule d'intérêt. Diapositive suivante. Et pour aller encore plus loin, les toutes dernières recommandations, ça aurait pu faire l'objet d'une brève et d'une news à part entière, mais il a fallu faire une sélection. Donc vous les avez incidemment. Voici l'algorithme décisionnel de l'agitation, face à une agitation dans la démence de l'IPA, donc de l'International Psychogeriatric Association, paru tout récemment, en 2024. Et donc si on prend juste la toute dernière partie, le panel fort, donc sur l'agitation, la gestion de l'agitation vraiment dans l'urgence, quand il y a un risque très important pour le patient et ou son entourage. L'IPA recommande une intramusculaire d'antipsychotique, soit olanzapine, soit aripiprazole, mais évoque aussi la possibilité pour une sédation de plus court terme, et si on veut une alternative aux antipsychotiques, le lorazépam injectable. Donc, ce faisant, avec cette AMM, la France rejoint une fois de plus enfin les standards de l'évidence-based médecine mondiale sur la sédation d'urgence. Je vous remercie, je passe la parole à Julien. Merci à toi Alexis. Et Julien pour ce dernier tour. Allez, c'est la dernière salve. On ne pouvait pas parler iatrogénie et hypotension orthostatique et aide gériatre et ne pas parler de chute. Donc je vous présente la synthèse en langue française des recommandations mondiales de la prise en charge des chutes, paru en français l'année dernière, mais les recommandations mondiales datent de 2022. Le contexte est simple, 30% des personnes âgées de plus de 65 ans vont chuter dans l'année, avec des conséquences que vous connaissez tous, morbidité, perte d'indépendance, hospitalisation, surmortalité et entrée en EHPAD, et ça concerne 1% des dépenses de santé dans les pays industrialisés. Alors je finirai donc sur mon dernier topo par un algorithme essentiellement pour faire plaisir à Alexis. Ce qu'il faut retenir dans ces recommandations, c'est que l'objectif est de faire une stratification du risque entre la personne qui a faible risque de chute, à risque intermédiaire et risque important, et ça va stratifier la prise en charge. Grosso modo, on arrive sur 2 cas de figure. Soit le patient en suivi systématique consulte son médecin traitant ou gériatre et n'évoque pas de chute dans les 12 derniers mois et l'évaluation de la chute de la marche est correcte. Dans ce cas-là, on est dans un faible risque de chute et on fera de la prévention essentiellement primaire en donnant quelques conseils de bon aloi comme avoir une activité physique et ce genre de choses. Et on reverra le patient dans 1 an. Soit on est sur un risque intermédiaire, soit parce que la personne a chuté dans les 12 derniers mois, mais sans facteur de gravité, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas fait de fracture, elle n'a pas chuté de plus de 2 fois, elle a pu se relever seule, il n'y a pas eu de malaise, donc c'est une chute, on va dire, à risque modéré. Ou bien elle n'a pas chuté, mais l'évaluation de la marche est quand même pathologique. Dans ce cas-là, on est sur le risque intermédiaire. Dans ce cas-là, on sera un petit peu plus musclé dans la recherche des facteurs prédisposants aux chutes.
On fera une prise en charge de physique adaptée un petit peu plus intense, et pareil, on reverra le patient dans un an. En revanche, si on est sur haut risque, parce que le patient a un des facteurs de risque de gravité dont je vous ai parlé, de chute, donc les deux chutes, fractures, relevé du sol impossible, dans ce cas-là, donc on est dans le haut risque intermédiaire. Et dans ce cas-là, ce qu'il est recommandé, c'est de s'appuyer quand même sur des consultations spécialisées, notamment gériatriques, afin d'évaluer les performances physiques, l'état des pieds, les vues, la cognition, l'état nutritionnel, l'existence d'une dépression, les pathologies cardiovasculaires, la carence en vitamine D, et de revoir l'ordonnance de manière très très précise, en s'appuyant encore une fois possiblement sur les critères stop-start par exemple, ou rechercher une hypotension orthostatique et les médicaments pourvoyeurs de l'hypotension orthostatique. On essaiera de s'appuyer sur une expertise d'ergothérapeute quand c'est possible pour évaluer un peu l'aménagement du domicile et également l'utilisation d'aides techniques. Une prise en charge physique adaptée, beaucoup plus poussée, beaucoup plus personnalisée. Des outils de télésanté comme la téléalarme ou des tapis anti-chute, ce genre de choses. Et en tous les cas, quel que soit le niveau de risque, il est nécessaire, indispensable, même vital de rechercher, c'est l'ostéoporose qui, quand elle est là et quand on a corrigé la carence à vitamine D, doit entraîner un traitement anti-ostéoporotique sans délai pour éviter des risques de chute, des risques de fractures sévères. Ceci ces recommandations nationales ont abouti à un plan national anti-chute qui est en cours en France, dont l'objectif est de réduire le nombre de chutes en 3 ans par un déploiement de ces recommandations, par des articles 51 pour rembourser de l'activité physique adaptée des ergothérapeutes. Et cela, dans les régions, c'est un petit peu disparate. Chaque région est encouragée à le faire, chaque ARS avec ce dont il dispose en région. L'objectif est de diminuer de 20% les chutes mortelles ou qui entraînent une hospitalisation, donc de diminuer de 27 000 hospitalisations en 3 ans, de diminuer de 2000 décès en 3 ans, et à travers 6 axes, repérer les patients à risque, aménager le domicile, mettre en place des aides techniques, promouvoir l'activité physique, développer la téléassistance et enfin sensibiliser les professionnels, les proches et les patients au risque de chute. Merci Julien. À toi Mathieu. Et donc pour finir, de mon côté, je ne pouvais pas ne pas parler de troubles bipolaires et en particulier là, de lithium, avec les recommandations du Working Group Geriatric Psychiatry de la Bundesdirektor Conference sur le traitement par lithium chez la personne âgée, publié l'année dernière. Voilà, donc c'est une méthode Delphi classique qui, au final, va pouvoir permettre aussi de compléter le consensus Delphi de Schulman et collaborateurs de 2019 de l'ISBD, donc 24 experts qui se sont retrouvés et qui ont qui ont proposé des recommandations pour l'initiation, la surveillance et l'arrêt du traitement par lithium. Donc en ce qui concerne l'initiation, ce qui va être assez intéressant, c'est l'indication du lithium chez les personnes âgées. Celle de 2019 était centrée spécifiquement sur le trouble bipolaire. Là, ils évoquent à la fois l'intérêt comme traitement de maintien du trouble bipolaire type 1, type 2, comme traitement de maintien dans la dépression récurrente, comme stratégie de potentialisation dans la dépression résistante et à visée suicidolytique chez les patients avec des troubles de l'humeur. Ce qui était aussi évoqué de manière claire à 100%, c'est certains éléments du bilan préthérapeutique avec créatinine, DFG, NFS, ionogramme, donc calcémie, TSH avec T3, T4, ce qui recommande pour l'ensemble des auteurs, des experts, ECG, poids, fréquence cardiaque et tension artérielle. Et pour faire écho à la présentation précédente de Julien, des antécédents de chute ne contre-indiquent pas spécifiquement l'introduction de lithium pour 92% des experts. T'en feras ce que tu veux. Mais en tout cas, voilà, c'était à prendre en compte, mais sans contre-indication. Et parmi les choses qui ressortent aussi, c'est que la présence d'un MCI, par exemple, ne contre-indique pas là aussi formellement l'introduction de lithium, mais par contre nécessite la réalisation d'un bilan neuropsychologique antérieur et de s'assurer des diagnostics différentiels potentiels.
pareil en ce qui concerne la possibilité d'introduire un traitement par lithium chez des personnes sous IEC, ARA2, diurétiques, qui reste possible à condition d'avoir un monitoring un peu plus rapproché au niveau DFG et lithium sérique. Puis il y a tout un tas d'autres situations pour lesquelles il n'y a pas eu de consensus particulier. Peut-être un dernier point sur l'introduction en soi. Il recommande de débuter à un demi-comprimé pendant 4 jours, évaluation à ce moment-là biologique et majoration par demi-comprimé dans les suites. En ce qui concerne le monitoring durant le suivi du traitement par lithium, peut-être la différence la plus importante par rapport au consensus Delphi de 2019, c'est qu'ils vont baisser un petit peu l'intervalle thérapeutique en étant entre 0,4 et 0,7 mmol par litre en dessous de 80 ans et 0,4-0,6 au-delà de 80 ans. Et puis ils rajoutent un certain nombre de variables biologiques à prendre en compte dans le suivi, notamment la NFP, une échographie aussi au niveau thyroïdien, et puis le dosage de la cystatine C, alors qu'on ne fait pas vraiment en France, hein, c'est ce que j'ai bien compris, et que voilà, donc on n'est pas obligé de suivre les Allemands, surtout non plus. Et puis en ce qui concerne l'arrêt, ce qui est là intéressant, c'est qu'ils recommandent vraiment un arrêt très progressif au final du lithium sur 3 mois, avec une diminution de 20 à 25% toutes les 2 semaines, dans l'idée de limiter le risque de rechute et de limiter aussi potentiellement la réapparition d'idéation suicidaire. Ils vont pouvoir recommander la poursuite d'un traitement par lithium, même en cas de diabète, de carcinome, ou au niveau des troubles cognitifs. Ils disent que la présence de troubles cognitifs n'est pas une raison suffisante pour arrêter le traitement. Il faut prendre en compte de manière très individuelle les choses, et notamment la possibilité de suivre le traitement, de surveiller les prises et d'éviter toute erreur d'administration. En cas de nécessité d'arrêt du lithium, les recommandations de relais vont vers la motrigine valproate pour les traitements de type antiépileptique et vers la kétiapine pour l'antipsychotique atypique en première intention, et ensuite en deuxième intention l'aripiprazole, l'olanzapine et la risperidone. Et c'est fini pour moi. Merci Mathieu pour ce dernier tour. Il te revient, Alexis, le privilège de clore cette session. La parole est à toi. On va terminer par un papier qui peut-être met un peu l'eau à la bouche, faire un peu de prospective. Le titre c'est What's Next. Et pour vous présenter ce papier de Cummings et collaborateurs qui sort tous les ans sur l'état d'avancée du développement de certains médicaments dans la maladie d'Alzheimer, publié tout récemment en 2024. Diapositive suivante. C'est un article qui est fait depuis quelques années maintenant par l'équipe de Cummings tous les ans, et pour lequel on vous présente toujours un peu cette figure-là qui vous montre le niveau d'avancement en termes de phase 1, 2, 3 des différents médicaments dans la maladie d'Alzheimer et regroupés dans différentes indications. Et ce qu'on évoque très souvent, c'est la partie en vert, c'est les traitements disease modifying, c'est là où on va avoir tous les anticorps monoclonaux et autres traitements qui vont vraiment être curatif de la maladie d'Alzheimer, en tout cas c'est leur indication. Nous, on va s'intéresser à la diapositive suivante, à la partie bleue, puisque certes, il y en a moins, mais ce sont les médicaments qui sont en développement pour les symptômes neuropsychiatriques de la maladie d'Alzheimer. Je vais bien sûr m'intéresser que à ceux qui sont en phase 3, que vous voyez énumérés ici. Alors il y en a qui sont encore pas connus, dont on ne connaît pas le nom, la DCI, il y en a d'autres qui sont connus, que vous voyez ici, les citalopram, le nabilone, qui est un agoniste des systèmes cannabinoïdes endogènes, et puis des nouveaux médicaments comme le CAR-XT. Ce qui est intéressant aussi de voir dans ce diagramme-là, dans cette figure-là, c'est que ces molécules, en fonction de... Vous voyez peut-être en bas à droite le niveau d'atteinte cognitive des patients inclus. Le carré, c'est des formes modérées et le pentagone, c'est des formes sévères. Et on a quand même pas mal d'études, celles qui sont en gras, qui s'intéressent aux formes sévères, donc un intérêt clinique dans la pratique de tous les jours qui est pertinent. Diapositive suivante.
Alors, je dis qu'on connaissait pas tout, oui et non, en fouillant un petit peu, on arrive à trouver quand même les molécules concernées, notamment l'AVP 786 et l'AXS05, désolé pour ces noms un peu barbares. Ce sont des traitements qui incluent le dextrométhorphane associé soit à de la quinidine, soit à du bupropion. Le dextrométhorphane, vous le connaissez peut-être, c'est un sirop antitussif, c'est du Tucidane, mais c'est aussi et surtout un antagoniste NMDA. L'embêtant avec le dextrométhorphane, c'est qu'il est extrêmement rapidement métabolisé et transformé en dextrorphane, qui est aussi un antagoniste même presque plus puissant en NMDA, et donc qui provoque des effets indésirables. Donc, pour avoir du dextrométhorphane, on est obligé d'y associer un inhibiteur enzymatique du cytochrome P450-2D6, soit la quinidine, soit le bupropion dans ces études, pour pouvoir avoir des niveaux plasmatiques efficaces et intéressants de cette molécule-là. Diapositive suivante. On n'a pas les résultats pour l'instant de ces protocoles-là, mais si on s'intéresse à l'association dextrométhorphane-bupropion, donc en l'occurrence le AXS05, eh bien c'est une association qui est déjà commercialisée aux États-Unis depuis le mois d'août 2022, avec le nom de spécialité que vous voyez ici, dans une autre indication, la dépression. Ce qui est très intéressant dans cette molécule-là, dans les premiers résultats, bien sûr il va falloir attendre qu'on ait un niveau de preuve encore plus intéressant et des études de réplication, mais c'est que c'est le premier antidépresseur d'action rapide, puisque vous voyez une des figures d'efficacité où la molécule active dans la dépression, une fois de plus, là je vous présente que des résultats dans la dépression de patients non déments, patients plutôt jeunes, classiques, des études avec des trentenaires, quarantenaires, mais en tout cas, on a une efficacité dès la première semaine de traitement, une séparation de la courbe par rapport au placebo, qui est une des premières molécules avec une action aussi rapide, en tout cas en péros. Et donc c'est vraiment un traitement qui est vraiment très différent et un mécanisme, autant par son mécanisme que par son délai d'efficacité. Diapositive suivante. Vous avez vu aussi le nom de Carixté. Carixté, c'est une molécule qui est en cours de développement, très avancée dans la schizophrénie. Vous voyez ici les deux essais, Emergent 2 et Emergent 3, qui ont été publiés très récemment. Vous voyez dans le Lancet et dans le JAMA Psychiatrie, donc des revues à haut impact factor, sur l'efficacité de cette molécule, enfin de cette association de molécules dans la schizophrénie. Aussi une nouveauté, là, c'est un médicament antipsychotique, mais qui ne va pas s'intéresser aux récepteurs dopaminergiques, puisque la xanoméline, qui est le principe actif principal du médicament, c'est un agoniste muscarinique, donc du système cholinergique, M1 et M4, et on associe à du trospium, qui est lui un antagoniste muscarinique, mais des récepteurs périphériques, en fait, pour juguler les effets pro-muscariniques périphériques qui peuvent être gênants, notamment l'hypersalivation. Donc aussi une molécule qui est en cours de test dans les symptômes neuropsychiatriques de la maladie d'Alzheimer. Et pour terminer, une que vous avez vu citer, le BXCL 501, et c'est de la dexmédetomidine, une molécule dont j'ai dû m'entraîner à la prononciation pendant plus d'une semaine, qui est une molécule qui existe déjà en galénique d'injection intraveineuse, qui est en fait un produit d'anesthésie depuis les années 90, mais qui a une formulation depuis l'année 2022 en film sublingual, et une fois de plus, qui a eu une AMM aux États-Unis pour l'agitation dans la schizophrénie et le trouble bipolaire. Vous voyez sur cette diapositive à quoi ressemble le film. Diapositive suivante. Et donc, cette molécule-là est en cours d'essai dans la maladie d'Alzheimer pour l'agitation, pour juguler l'agitation, avec deux protocoles, dont un serait efficace. Alors je mets du conditionnel, puisque vous voyez c'est une publication du laboratoire du mois de juin dernier, mais pour lequel on n'a pas encore l'article. Donc le Covid nous a appris à être plus prudents sur les effets d'annonce des laboratoires. En tout cas, c'était des essais intra-hospitaliers. Ils ont lancé, c'est tout récent, vous voyez le communiqué de presse du laboratoire du 10 avril dernier, un essai en ambulatoire de cette molécule-là pour la gestion de l'agitation dans la maladie d'Alzheimer. Diapositive suivante, et je pense qu'on va tous vous remercier de votre attention à cette mitraillette de présentation, et si vous pouvez passer la toute dernière diapositive sur laquelle vous avez les différents réseaux sociaux de la SF3PA que vous pouvez suivre. Je vous remercie. Merci Alexis, merci à vous tous. Peut-être, même si on a un petit peu dépassé l'horaire, s'il y a une ou deux questions, on peut peut-être les prendre. Bon. Sinon, moi j'avais juste quelques commentaires à vous faire. Tout d'abord,
Bravo. Bravo à vous pour avoir relevé ce défi intellectuel, physique, technique, avec notamment Alexis à distance. Enfin, c'est quand même exceptionnel, vous imaginez. 5 fois 3, 15 coms. On tient le temps à 3 minutes près. Enfin, je trouve ça exceptionnel. Bravo. Bravo à toi, Alexis, à distance. Merci. Bravo, messieurs, pour la qualité de vos présentations, la qualité du contenu de vos communications. Ça a dû nécessiter un gros travail. Je pense que vous avez pris du plaisir parce que moi, je me suis régalé. Je pense qu'on a tous pris du plaisir ici à vous écouter. Et pour finir, j'avais quelques commentaires. Déjà, Mathieu, je te remercie sincèrement d'avoir lavé notre honneur de psychiatre. Alors que Julien tentait honteusement de nous faire passer pour de dangereux prescripteurs de neuroleptiques, tu as su démontrer quand même que la prescription neuroleptique, quand elle est bien conduite, bien menée, bien surveillée, eh bien, elle permettait de sauver nos patients tout de même. Merci à toi. Julien, bravo pour ces coms de grande qualité et de l'ouverture, je trouve, qu'elles ont apporté sur cette session. Merci. Et enfin, Alexis, un remerciement affectif pour toi parce que tu as présenté lorazépam. Et moi, j'ai grandi pendant toutes mes études de médecine avec Dr House. Et j'étais très, très, très frustré de ne pas pouvoir dire, comme Forman, Chase et les autres, lorazépam 2 mg. Et je crois que je vais m'en donner à cœur joie sur tout type d'agitation, même à la maison. Lorazépam 2 mg. Merci à tous, une bonne continuation de congrès, une bonne journée, et à bientôt.